Je me suis acheté mon 3e bateau cette semaine. La durabilité va se faire. La durabilité, c'est pour le prolo qui paye ses... Vous pensez bien, j'ai été avec ma 3e femme à Dubaï cette semaine. Mais j'exagère mais vous voyez ce que je veux dire. C'est que de toute façon, c'est des personnes qui vont avoir un impact environnemental décuplé. Donc il ne faut pas que ce soit eux qui prennent les grandes décisions ou que ce soit eux ou que cette classe augmente. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 2e podcast de Vogue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Desprats. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup, avec plaisir. Aujourd'hui avec vous, on va parler développement durable et PME en Suisse. Mais d'abord, racontez-moi un peu, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, dans la vie, j'ai plusieurs casquettes. Alors, d'un point de vue purement formel, pour gagner ma vie, je suis planificateur dans le domaine de l'énergie. Donc, je travaille pour un bureau qui s'appelle Inergia et on accompagne les communes dans leur transition énergétique. Donc, ce qui est tout à fait en lien avec le développement durable, puisque le but, c'est de rendre, mon but dans mon travail, c'est de rendre les habitants, les entreprises, on parle justement des PME, tous les consommateurs d'énergie, les rendre à la fois les plus autonomes et durables possibles. Donc, c'est un double objectif. Et puis après, dans mes autres activités, j'ai une activité de journaliste et d'auteur, notamment au Cercle Aristote, sur lequel j'ai publié mon premier ouvrage qui s'appelle Géopolitique de la Suisse au XXIe siècle, découplage et désenclavement, où on parle également de la durabilité en Suisse sous tous ses aspects dans le siècle qui nous concerne en tant que génération, la vôtre et la mienne, c'est-à-dire le XXIe siècle. Et puis, à côté, voilà, vous pouvez me retrouver également sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote. Et je suis fondateur en Suisse, là pour le coup, du Cercle Rousseau, qui est donc la branche helvétique du Cercle Aristote, où on organise plusieurs fois par mois, ou en tout cas pendant des semestres, des débats d'actualité sur différents sujets de société. Et je tiens à préciser enfin que je ne suis membre d'aucune crèmerie politique, aucun parti, aucune organisation particulière. Moi, je suis simplement un simple citoyen qui essaye de s'informer et qui défend ses idées, on va dire, des idées souverainistes, durabilistes, développementalistes. Ça fait beaucoup de mots en iste, ça fait une jolie liste. Mais disons que voilà, je le fais sans avoir de volonté derrière. C'est un engagement bénévole. Je gagne ma vie à côté en faisant un travail technique, on va dire, mais je n'ai pas je n'essaie pas de gagner ma croûte en vendant des slogans politiques. On va parler du coup du développement durable qui est au cœur de votre métier, du coup, si je comprends bien. En grande partie, oui. Lié plus spécifiquement aux petites et moyennes entreprises en Suisse. Donc, quand on parle justement du développement durable dans ce contexte des PME, c'est quoi en fait le développement durable ? Alors moi, en fait, déjà pour savoir d'où je parle, déjà, moi, comme je vous l'ai dit, moi, je travaille littéralement dans une PME en Suisse. Donc je sais de quoi je parle. Ouais. Moi, dans mon entreprise, on est une quinzaine d'employés, équivalent temps plein. Donc on est littéralement dans ce contexte de petites et moyennes entreprises. Donc je sais ce que c'est d'être confronté tous les jours à cette question-là dans le domaine des PME. Surtout qu'en plus, nous, on est spécialisés là-dedans. Indépendamment de cette casquette, on va dire, de collaborateur de PME, qu'est-ce qu'on entend par développement durable ? Aujourd'hui, le développement durable, il faut bien le comprendre, est devenu un mot valise. Il est enseigné dans les écoles, voilà. Mais on n'a plus la substance qui est derrière. Or, quand on s'adresse à des PME, quand on s'adresse à des chefs d'entreprise, quand on s'intéresse à des investisseurs ou dans mon cas des planificateurs, il faut bien comprendre ce que ça signifie développement durable. Et on va le découper en deux, donc développement et durable. Le développement, c'est dire que c'est il y a une notion de processus, une notion de processus constant d'évolution. C'est pas quelque chose qu'on incante comme ça, genre je veux le développement durable, je souhaite la durabilité, c'est quelque chose de concret. Ça se pense, ça se planifie, ça se quantifie. En termes d'investissement, est-ce qu'il y a une notion de rentabilité? Si oui, à quelle longueur? Est-ce qu'on parle de court? Est-ce qu'on parle de moyen terme? Est-ce qu'on parle de long terme? Et quand on parle de durabilité, la durabilité, il faut savoir qu'elle se nourrit elle-même. C'est pas genre je considère que tel truc est durable et quel truc n'est pas. C'est pas la question. La question de la durabilité, c'est une question de est-ce que ça dure dans le temps suffisamment longtemps? Est-ce que mon investissement, est-ce que mon changement d'habitude dure suffisamment longtemps pour me permettre de trouver dans ce laps de temps des substituts ou des solutions en termes d'habitude de consommation, en termes d'habitude de production, en termes de conception, de design, on appelle ça aussi de l'éco-conception, ces habitudes qui me permettent de
solutionner le problème qu'on avait vu à la base avec un exemple par exemple de surconsommation ou de non-efficience énergétique ou comme ça. Donc il faut bien qu'on remette ça au départ, parce que les définitions du développement durable, oui, les aspects sociaux, les aspects économiques, les aspects environnementaux, c'est un slogan, c'est quelque chose c'est très très bien, ça a très bien fonctionné au niveau marketing. Il y a même des entreprises, du politique, on appelle ça aussi du greenwashing, qui se sont pris là-dedans et dit moi je vais faire du développement durable. Moi je suis un technicien du développement durable, donc d'un point de vue au niveau de ce que c'est, sur une feuille, sur un fichier, qu'est-ce que ça représente et de quoi on parle. Et c'est beaucoup plus complexe à mettre en cause, à mettre en œuvre, excusez-moi, que ce qu'on en dit d'un point de vue slogan et ce qu'on va discuter aujourd'hui. Vous êtes donc dans un métier plutôt technique actuellement. Quels seraient les défis que vous identifiez pour une PME quand elle veut intégrer du développement durable dans ses activités ? Alors, il y en a plusieurs. Premièrement, on va prendre les 3 grands points, parce qu'il y en aurait une liste, on va dire, quasiment infinie, mais on va prendre 3 grands points pour que, vraiment que les auditeurs et les spectateurs puissent un peu comprendre de quoi on parle. Le premier, il y a le contexte légal. Aujourd'hui, il y a un nombre énorme de normes, de lois, de règlements, d'ordonnances, que ce soit au niveau fédéral, au niveau cantonal, et même des fois au niveau communal, qui incombent aux PME. Et souvent, nous, on est une PME spécialisée, donc on doit se renseigner sur ce genre de choses. Mais il y a des PME qui n'ont pas les moyens humains de se renseigner sur ces questions juridiques, et des fois qui se font prendre en disant « Ah, j'ai un super projet, j'aimerais faire ça, etc. » Puis en fait, c'est plus compliqué que prévu, il y a des déviations, il y a des discussions. Donc c'est déjà le contexte légal, c'est quelque chose qui pèse. Alors je dis pas qu'il faut pas, bien sûr qu'il faut avoir des normes et réglementer et avoir un minimum en place, mais il faudrait que ce soit plus clair et facilement compréhensible et atteignable. Les autorités travaillent dessus, mais simplement c'est quelque chose qui pèse forcément sur les PME et qui empêche. Deuxièmement, il y a la notion de retour sur investissement. Il y a une question purement financière. La durabilité, c'est pas sexy pour un financier. Et là, je parle en connaissance de cause, puisqu'on est sur un podcast qui parle beaucoup des questions financières et économiques. Et je vous remercie de m'avoir invité. Mais il faut savoir que la durabilité, c'est une notion où, effectivement, il y a une question de retour sur investissement et de finances, mais sur le long terme. Quand on parle de durabilité, on parle de long terme. Moi, pour vous donner une idée, nous, on parle quand on travaille, pour un peu que vous vous rendiez compte, on estime le retour sur investissement, en général, sur des durées de 15-20 ans, voire 50 ans. À peu près, c'est le temps de projet sur lequel on travaille. Donc, on n'est pas sur la rentabilité trimestrielle, semestrielle ou même annuelle. Nous, on est vraiment, quand on parle d'énergie, quand on parle d'infrastructure énergétique, quand on parle de mise en place de nouveaux process dans les entreprises, dans l'éco-conception, il faut savoir qu'on a une rentabilité, certes, qui est en positif, on n'est pas là pour perdre de l'argent, mais c'est quelque chose qu'on va avoir sur le très long terme. Or, c'est pas sexy pour les financiers. Eux, ils veulent de la rentabilité rapidement, on veut faire du chiffre. Et donc, il y a beaucoup d'autres moyens de le faire, et c'est pour ça que l'argent ne va pas là où il devrait aller pour des projets, que ce soit dans l'industrie, dans les services, ou même chez les agriculteurs, par exemple, chez les producteurs de matières premières, il devrait aller justement pour être le plus durable et du coup le plus efficace possible. Parce qu'il y a également une notion de, voilà, on en reparlera après, mais notre société elle est plus résiliente, etc. Et enfin, troisièmement, il y a ce que j'ai envie de dire, la prise en otage politique et idéologique. On a parlé d'économie, on a parlé de droit, il y a également la prise en otage politique. Et ça, il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se détournent de la question de la durabilité, parce qu'elle leur a été mal expliquée, parce qu'elle a été prise en otage par des personnes qui soit la vendent très mal, soit utilisent d'autres objectifs sociétaux qui la mettent derrière. Je peux parler certains partis de gauche démocrate, on ne parle pas de vraie gauche, mais de gauche démocrate, type chrétien de gauche, type gauche progressiste, etc., qui n'ont pas plus que ça des compétences dans le développement durable, mais qui se sont appropriés cette question pour faire avancer un agenda. C'est ce qu'on appelle les pastèques, c'est-à-dire vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Ce sont des gens justement de cette gauche sociétale qui se sont réappropriés cette question pour faire avancer un agenda politique qui n'a au final pas grand-chose à voir avec la durabilité. Et ça met un certain froid dans la société sur ces questions-là en disant, quand on se sent pas proche de ces problématiques-là, on se dit, non, c'est déjà bousillé par
un camp, donc j'ai pas envie, je vais plutôt le faire différemment, et donc ça ralentit la volonté de projet et de mettre en œuvre un certain nombre de choses. Et souvent, certains patrons de PME voient quelque chose en disant, moi j'ai pu discuter avec, la question écologique, oui, mais pour mon porte-monnaie, au niveau du cadre légal et au niveau de mon image, en fait, qu'est-ce que ça représente vraiment? Et c'est tout un dialogue et c'est toute une discussion qu'on doit avoir avec eux et qu'on a avec eux, mais qui est, entre guillemets, le plus important, c'est un siècle du journalisme et les mots purons. Disait un auteur bien connu, que je ne citerai pas là pour que vous n'ayez pas de soucis, mais je rappelle sa maxime, et c'est exactement ça ce qui s'est passé avec le développement durable, c'est qu'aujourd'hui le mot ne veut plus rien dire, il faut remettre vraiment à quoi ça correspond dans le réel, dans la matière. Et c'est ça vraiment les enjeux qu'on a auprès qu'ont les PME qui veulent justement faire des actions dans ce domaine-là. Vous diriez du coup que l'image de ce mot a été un peu détériorée par une communication qui avait un but qui n'est pas le projet initial de la durabilité, c'est ça? Le mot a été vidé de son sens. C'est comme le mot de... Il y en a plein des mots valises comme ça. Vous en avez certains qui sont très connus. Guerre froide, c'est un mot marketing vidé de son sens. Vous en avez un autre, c'est par exemple frappe chirurgicale. Qu'est-ce que c'est une frappe chirurgicale? C'est les mines informationnelles qu'on vous met dans la tête. Le développement durable, c'est pareil. C'est un mot qui avait un sens quand c'était vraiment au niveau universitaire, au niveau des chercheurs, et quand ça a été pris par certains lobbies, certaines organisations mondialistes, certaines associations pour l'environnement, dont certains sont très très bien, dont j'ai des amis qui travaillent dedans, mais ce mot était sorti de sa... En fait, on a vidé la substance scientifique et on va dire technique qu'il y avait dedans a été vidée pour en faire un slogan marketing. Et c'est ça que je déplore principalement. Pour quelqu'un, vous dites, je n'ai pas mis dans ma présentation, mais pour quelqu'un pour lequel les questions d'environnement et d'écologie sont une priorité depuis que je suis un enfant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est... J'ai un engagement, on va dire, qui n'est pas politicien, mais j'ai un engagement pour les questions environnementales et écologistes qui vient depuis que je suis petit. Et donc, du coup, moi, ça me fait du mal quand j'essaie, on va dire, de regarder une question avec un œil scientifique, avec justement l'idée de ne pas avoir de préconçu dessus, mais de regarder qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, c'est de me rapprocher. On n'a jamais vraiment la vérité à 100%, mais la démarche scientifique honnête, ça essaie de se rapprocher de plus en plus, de plus en plus près. Et ben là, j'ai vraiment mal, on va dire, à ma peau d'écologiste, on va dire, convaincu de la première heure, vu ce qui a été fait dans le débat public aujourd'hui. Et je le déplore tous les jours. Mmh. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Je rebondis sur le premier point que vous avez évoqué avant. Au niveau de la réglementation, est-ce qu'il faudrait alléger certaines règles ou certaines lois pour justement pousser des petites entreprises ou même des grandes entreprises, des multinationales, à adopter plus de pratiques durables? Alors c'est une question de clarification. Déjà, il faut qu'on remette la norme. Nous sommes un pays nous sommes décentralisés. C'est important que la Confédération donne un cadre, mais les questions d'environnement et les questions de gestion des biotopes, la question de la pollution, la question des déchets, la question de l'énergie, c'est des questions qui doivent être réglées au niveau d'une commune ou d'une région. Le canton ou la confédération, et encore pire, les organisations et traités internationaux, sont un cadre intéressant de discussion générale, mais ils ne doivent pas commencer à imposer des choses à des acteurs locaux. Ça doit donner un cadre, une direction, éventuellement avoir des subsides. Il y a une question au niveau de la sanction, si on va jusqu'au tribunal cantonal ou au tribunal fédéral. Mais c'est très important de remettre la question de la localité et du cadre légal et au centre de cette question-là. Donc je dirais qu'il y a une notion de norme du cadre légal, de l'échelle des lois, et qu'on a un pays qui a une tradition de décentralisation, et donc tout ce qu'on peut régler au niveau de la commune ou au maximum du canton, il faut le régler à ce niveau-là. Et deuxièmement, je dirais pas qu'il faut assouplir ou durcir ou comme ça, il faut surtout simplifier. Il faut dire avec vraiment des lignes très simples, comme ça, n'importe quel entrepreneur ou responsable de PME, quand il voit le cadre, il dit « Ok, je ne vais pas perdre du temps, ni de l'argent, ni des moyens à essayer de comprendre ce qu'on me raconte. Je sais tout de suite ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qu'il faudrait faire, ce qui ne faudra pas être fait. Et après, à l'intérieur de ça, moi qui suis spécialiste de mon activité, je peux me déterminer par rapport à ça et faire ce qui est le mieux par rapport aux grands cadres qui ont été déterminés. Bien sûr, la Suisse a signé des traités. Il ne faut pas se mettre en dehors, mais il ne faut pas se dire qu'il faut que ces traités soient
un cadre général, mais on va dire pas une obligation pour les acteurs du territoire, parce que on va dire les entrepreneurs de PME doivent rester souverains dans ce qu'ils font. Et le but de l'entrepreneur, c'est de faire tourner son business, c'est de faire tourner son commerce, son activité, d'être rentable. Si ça peut aider et qu'on vraiment il y a moi c'est ce que j'essaie, c'est de leur montrer les avantages qu'ils ont à aller vers un certain nombre de durabilité, mais il faut pas que ce soit une sanction et donc qu'ils perdent en compétitivité, qu'ils perdent en attractivité et surtout qu'ils fassent un nœud administratif qui les empêche d'avancer et qui empêche la création de richesse, qui est quand même important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des richesses durables. Mais c'est pas créer de la richesse pour créer de la richesse. Moi, je me combats vraiment contre ça. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui produit quelque chose dans le réel, il faut pas qu'il y ait un cadre légal qui mette trop d'entraves à ça et qui soit simplifié, qui dise « nous, on veut aller vers ça, on pense que c'est le bien, c'est le mieux, la population en majorité est d'accord, on a voté là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour vous simplifier la vie ?» Parce que c'est le rôle du législateur, c'est simplifier la vie des actifs. Vous parlez de montrer aux entreprises les avantages d'adopter certaines pratiques. Selon vous, quels avantages ? Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est la sécurité de l'approvisionnement. Quand on est entrepreneur, quand on travaille dans le domaine, que ce soit dans le domaine des services ou dans le domaine de l'industrie, du secteur secondaire, j'ai aucun problème à prendre les deux dedans. Hein. Pour moi, même s'il y a des grosses différences dans leur type d'activité, pour moi, la sécurité de l'approvisionnement dans les deux cas, c'est important. L'énergie, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Les guerres ne se font plus, on va dire, en prenant les épées et les hallebardes et en allant défoncer la gueule du voisin pour avoir des ressources. Aujourd'hui, ce sont des parts de marché. Ce sont des secteurs d'activité et donc c'est là qu'il faut soutenir. C'est là qu'est le nerf de la guerre. La guerre, aujourd'hui, elle est économique. Je le dis souvent et il y a beaucoup de très grands spécialistes de ces questions-là. Hein. Christian Arbulot, Jacques Sapir ou en France, ou il y en a également en Suisse, où on travaille sur ces questions de guerre économique. Du coup, l'énergie, c'est littéralement le carburant. C'est comme donner de la nourriture aux soldats ou des armes ou comme ça. L'énergie, c'est ce qui fait qu'on peut transformer de la matière, que les gens peuvent aller au travail, qu'on peut faire fonctionner les ordinateurs, n'importe quoi. Et donc, du coup, la sécurité de l'approvisionnement, particulièrement dans l'énergie, ça va aussi dans d'autres manières, mais on va dire la priorité numéro 1, c'est l'énergie. La sécurité de l'approvisionnement, ça se décrète pas comme ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais la Suisse ne produit pas de pétrole. La Suisse ne produit pas de gaz naturel. La Suisse a, on va dire, assez peu de ressources naturelles. Elle en utilise certains, les barrages. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, on a des potentielles mines d'uranium sous les Alpes qu'on pourrait utiliser pour faire fonctionner les centrales nucléaires. Malheureusement, le coût environnemental et économique, non seulement économiquement, c'est pas rentable, mais en plus, le coût environnemental serait très, très élevé. Sans compter les éventuels risques qu'il peut y avoir à aller forer sous la terre, sous les Alpes. Mais si vous allez dans la région entre Finhaut et Martigny, cette région-là, on a des sources potentielles d'uranium détectées. Il n'y a pas du tout de mise en place, de début de commencer à mise en place d'exploitation, mais on sait que les géologues savent qu'on a des gisements potentiellement exploitables. Après, c'est toujours la question de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans une société comme la nôtre. Simplement, pour revenir, au niveau d'un certain nombre de ressources, on n'en a pas sur le territoire. Or, on a vu avec les crises comme le Covid, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, certaines ressources peuvent être coupées d'un jour au lendemain à cause de crises internationales pour lesquelles on dépend. Et une grande partie du mix énergétique suisse est importée. Donc du coup, quelle alternative on propose à nos entrepreneurs? Et donc, quand on fait la question de se poser la question, on va produire nous-mêmes une grande partie de notre énergie, que ce soit dans le domaine du thermique et de l'électricité. Tout le monde pense à l'électricité, mais il y a aussi le thermique. Hein. L'énergie, c'est toujours deux expressions. Il y a la question du réseau, c'est une question, mais il y a la question de l'électrique et du thermique. Dans l'électrique, on est très très bon au niveau autonomie en Suisse, hein, grâce aux barrages, grâce à une partie de renouvelables qui représente entre 8 et 9% de notre approvisionnement énergétique, grâce à nos centrales nucléaires qui fonctionnent encore et qui apportent une trentaine de pourcents, et on a assez peu d'énergie à importer en hiver. On en importe un peu en hiver quand on produit moins, mais on est assez bon là-dessus, on va dire. Par contre, on est très mauvais sur le thermique. Nombre encore de chauffage à mazout, de chauffage au gaz, le pétrole pour faire fonctionner les camionnettes, les camions, les voitures, etc. Donc même si le rail est assez indépendant de ce point de vue-là, vous voyez tout de suite la limite. Et pour un entrepreneur, c'est une sécurité qu'on ne peut pas lui assurer. On peut dire on fait tout ce qu'on peut et on va le fait que dans une situation normale tout va bien, en situation de crise, on peut très bien se retrouver avec des restrictions au niveau de l'utilisation du baril de pétrole par exemple, ou qui peut monter à 5 francs le litre. Pour l'instant, c'est pas le cas et c'est pas la direction qu'on prend, mais on ne sait pas quelle crise peut arriver. Or, la sécurité de l'approvisionnement, pour moi, c'est vraiment parce que quand un entrepreneur ou un investisseur, un chef d'entreprise
a une sécurité au niveau du cadre légal, au niveau de la conjoncture économique et au niveau du matériel, donc du basique, des ressources. Est-ce que je vais pouvoir faire tourner mon usine? Est-ce que je vais pouvoir faire tourner mon entreprise? Est-ce que je vais pouvoir faire fonctionner mes machines et compagnie? S'il a cette sécurité-là, il va vouloir investir. Et s'il veut investir, ben ça veut dire que, en plus de tous les autres éléments, mais on n'est pas là pour parler de ça, mais si au niveau du contexte énergétique et du contexte des ressources naturelles, il sait qu'il a une sécurité en disant quoi qu'il arrive, je sais que je vais pouvoir quand même produire, rentrer dans mes frais et surtout avoir une notion de retour sur investissement assez relativement vite et avoir cette sécurité d'approvisionnement, il va vouloir le faire. Et c'est pour ça que c'est un enjeu hyper important, parce que je ne vous apprends pas l'importance des PME dans notre tissu économique. C'est pas comme exactement. Moi, je suis le premier à les défendre en plus. Les grandes entreprises, c'est très bien, mais elles représentent entre 3 et 5% des emplois, les très grandes entreprises. Or, 95% des emplois, aujourd'hui, sont soit dans le secteur public et dans le secteur privé, sont quasiment en grande majorité dans des structures type PME ou alors chez des indépendants. Et ces gens-là, ils n'ont pas les moyens, contrairement à certaines grandes entreprises, de se dire, on va se mettre, par exemple, comme dans des hôpitaux ou des grandes industries, on va se mettre des trucs de backup, on va produire nous-mêmes, parce qu'on a tellement de moyens, on va produire nous-mêmes notre façon, on va avoir quelque chose de très internalisé au niveau de l'approvisionnement des ressources. Or, quand on a une PME, on dépend totalement du tissu local, de l'approvisionnement de la commune, du canton, du GRD. Le GRD, c'est l'énergéticien, l'électricien qui nous amène l'énergie. On va dépendre que le pétrole soit à la pompe. J'ai mon véhicule d'entreprise, il faut que je puisse mettre, quel que ce soit du biogaz, du biocarburant, du diesel, du sans-plomb, de l'électrique, de l'hydrogène dans le futur, il faut que l'approvisionnement soit garanti. Et donc ça, c'est le premier avantage énorme en disant, si on investit dans la durabilité, et la durabilité en Suisse, c'est l'indépendance, et l'indépendance, c'est la durabilité, c'est la même chose. Hein, parce que comme on produit pas vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas tout d'un coup un prix de pétrole qu'on fait péter sous le lac de Mora, et on récupère du gaz ou du pétrole, mais du coup, on est autonome, mais on n'est pas durable. Si on veut chercher l'indépendance et l'autonomie, attention, autonomie ne veut pas dire autarcie. On continue à échanger avec les pays voisins, etc. Mais si on atteint un certain seuil, qu'on estime à peu près dans la branche aux alentours des 70-80%. C'est-à-dire, on peut toujours importer 15-20% à la marge, ou faire ça. Mais si on est capable de générer l'énergie au total entre 70 et 80%, même en cas de crise, juste en se rationnant ou en étant un tout petit peu efficace au niveau de notre consommation, on arrive à faire tourner le business. Quand on est à moins de 50%, c'est mort. Il y a des services entiers qui s'arrêtent. Or, quand on atteint cette zone de 70-80%, par exemple, c'est des chiffres qu'on avait retrouvés au niveau du plan Wallon, au niveau de la nourriture durant la Seconde Guerre mondiale. On était passé, comme actuellement, c'est à peu près, on est autour de 50-55% des calories qu'on produit sur notre territoire. À l'époque du plan Wallon, c'était, sur certaines denrées, notamment les pommes de terre et autres, entre 70 et 80%. 70 et 80%, on serre la ceinture, mais on n'est pas en famine critique. On n'est pas en mode, par exemple, comme un pays comme l'Égypte, 30%. Si l'Égypte arrête le libre-échange et l'afflux de nourriture de certaines régions, notamment, on parlait de la guerre en Ukraine avant, l'Ukraine est un grand pourvoyeur de céréales, l'Égypte court à la famine, littéralement. Quand on atteint 70-80%, on serre la ceinture, mais on n'est pas en famine. Et c'est exactement la même chose pour l'énergie. Je vois bien ce que vous voulez dire. Ça a l'air d'être un sacré défi et aussi très coûteux pour une entreprise. Ça coûte quoi à une entreprise de mettre en place des activités durables quand elles ne le sont pas encore ? En termes de finances, en termes de ressources humaines, en termes de technique, qu'est-ce qui prévaut dans un investissement pareil? Alors en Suisse, il y a deux domaines qui coûtent extrêmement cher. Il y a déjà tout ce qui est la question de la main-d'œuvre et du conseil, donc des ressources humaines. Évidemment, on peut se gargariser de nos salaires relativement élevés, voire très élevés par rapport au contexte mondial. Le truc, c'est que dès qu'on essaie de mettre un projet qui demande des ressources humaines et de l'expertise, les prix s'envolent, forcément. Et je sais de quoi je parle, puisqu'on essaie, nous, de réduire les coûts un maximum, mais je sais de quoi je parle. Donc, j'ai cette notion-là. Donc, tout de suite, dès qu'on essaye de sortir, on va dire, taper certains bureaux, certains experts, certains spécialistes, etc., donc qui vivent de ça, tout de suite, c'est des coûts énormes qui rentrent tout de suite. C'est des prestations, c'est des salaires, si on veut engager quelqu'un en interne, qu'on a une moyenne entreprise, qu'on a les moyens d'engager un ou deux personnes qui vont justement nous aider à aller là-dedans, que ce soit sur des CDD ou des CDI, ça va tout de suite rajouter de la masse. Autre élément, il y a la question, et ça peut être une opportunité, la question des matières premières. C'est-à-dire que c'est à la fois un coût et une opportunité. Il y a certaines matières qui actuellement sont encore qui sont très prometteuses d'un point de vue de la durabilité, mais qui sont encore en voie de développement et qui coûtent plus cher d'utiliser certains matériaux plutôt que d'autres, conventionnels, qui sont plus embêtants au niveau de la durabilité, mais qui sont du coup qui
comme ils ont voilà, on va dire, il y a une économie d'échelle qui est faite par rapport à elle, et donc du coup, forcément, il y a un coût de revient qui est beaucoup plus intéressant pour l'entrepreneur. Donc il y a ces deux aspects. Mais le coût de la matière première peut, et c'est là qu'il y a un deuxième avantage, je vais poser la question des avantages et la sécurité de l'approvisionnement, le deuxième avantage, c'est la capacité d'innovation. Aujourd'hui, une grande partie de notre PIB en Suisse, au niveau du privé, mais c'est ça qui ramène de l'argent, hein, c'est pas le public qui fait fonctionner le pays, mais c'est le privé qui ramène de la valeur ajoutée, et donc, on va dire, du beurre dans les épinards. Le PIB du pays est en grande partie aujourd'hui dû plus seulement à son secteur bancaire et financier, mais surtout à son secteur industriel et d'artisanat dans l'innovation, dans la haute technologie, voire la très haute technologie. Et là, il y a un filon pour la Suisse qui est énorme, c'est qu'avec nos écoles d'ingénieurs, nos EPF, nos formations d'apprentis, nos écoles de gestion, il y a moyen de se mettre vraiment dans une filière, et la Suisse le fait déjà, mais on pourrait encore aller plus loin, en disant on va faire des tests et mettre en place, lancer un certain nombre de nouvelles technologies dans tous les domaines, hein, je ne cite pas un domaine particulier, mais dans les domaines dans lesquels nos entrepreneurs, on va la subventionner, on va investir là-dedans, cette recherche-là, pour qu'à terme, justement, ce coût de revient supplémentaire devienne en fait un atout. Et non seulement on est plus durable, parce qu'on trouve des matériaux qui sont plus efficaces, d'une meilleure qualité, avec des ressources qui sont facilement recyclables, biodégradables, revalorisables, on peut utiliser tout le lexique qu'il y a dedans, mais en plus, ça donne un avantage compétitif à terme, pas dans les 5 premières années, mais disons à un horizon de 10-15 ans, à nos entrepreneurs sur place. Parce qu'ils ont développé des matériaux qui, d'un coup, font le saut qualitatif qui leur permettent d'être compétitifs, même à l'international. Et donc ça, c'est un double enjeu. C'est qu'actuellement, il y a ce problème de la compétitivité des nouveaux matériaux. Donc forcément, les PME, les entrepreneurs n'ont pas tellement envie d'aller. Les ingénieurs n'ont pas tellement envie d'aller parce que c'est pas rentable. Mais par contre, si on a une vision sur le long terme, si on fait de la planification et qu'on se permet, évidemment, sans péjorer l'entrepreneur, mais en ayant justement ces partenariats, ces collaborations entre les écoles, les centres de recherche, les entrepreneurs, les entreprises et l'industrie et l'État qui est là, pas là pour s'immiscer dedans, mais qui est juste pour chapeauter le tout et vérifier que tout fonctionne, on peut arriver vers quelque chose de très très bien et qui, d'un désavantage, peut se transformer en atout pour notre tissu économique. Est-ce que c'est ça qui rendrait justement sexy la durabilité pour le secteur financier, par exemple ? Totalement. Totalement, parce qu'aujourd'hui, pour avoir discuté, pas avec tous les financiers, mais avec certains financiers, certains se posent la question de, non seulement il y a la question de l'éthique, beaucoup de jeunes personnes de votre génération, mais aussi on va dire de moins de 40 ans aujourd'hui, ont été biberonnés à cette question de l'impact sur la biosphère, mais il y a surtout la question de la durabilité. Quand on a beaucoup parlé de rentabilité et coût de revient. Mais quand on se met à la place d'un investisseur, il y a aussi la question, et quelqu'un comme Warren Buffett, par exemple, qui est plutôt de la vieille école, avait cette question-là de disant, moi, si j'investis dans quelque chose, je veux que la prise de risque, évidemment, il y a toutes les questions de rentabilité, de prise de risque, quelque chose, mais je veux aussi que ça puisse me rapporter longtemps, que le business soit durable, que c'est pas qu'il y ait tout d'un coup une start-up ou une entreprise qui, au bout de 5 ans, va faire faillite. Parce que quelque part, je suis même pas sûr de récupérer mes billes. Je peux revendre mes parts et compagnie, mais je suis pas sûr de récupérer mes billes. Or, la question de la durabilité, c'est aussi de s'assurer que le business, le commerce, la production puisse être pérenne sur le long terme. Et ça, c'est intéressant, parce qu'un investisseur qui est suffisamment malin pour se dire, ce projet-là, en fait, il va se mettre au début, donc il va prendre le risque, mais on va dire, le risque est calculé, on va dire, voilà, c'est pas non plus n'importe quoi, je jette l'argent par les fenêtres, mais il peut y avoir un énorme avantage parce que le coût de revient, sur le long terme, sur une entreprise qui se montre la plus résiliente possible, il n'y a pas seulement la question de l'innovation, mais la question de la résilience. Est-ce que sur le long terme, je peux me développer, créer des actifs, créer des produits, et non seulement être dans cette côté durable, c'est-à-dire ne pas être dépendant d'un certain nombre de limites terrestres sur lesquelles on tape déjà, ou on va finir par taper. Ben en fait, dans 50 ans, mon investissement, il sera 100 fois, 200 fois, 500 fois, 1000 fois plus rentable que ce que j'ai fait. Donc, il y a une question de, est-ce qu'on investit tout de suite dans du gaspillable, mais rentable à court terme, ou est-ce qu'on va investir sur du durable, rentable, mais le produit qui va être plus rentable au bout de 10, 15, 20 ans, 25 ans, et je sais, etc. Donc là, c'est une question de mentalité de l'investisseur, mais effectivement, sur le long terme, c'est un énorme avantage. Après, il faut encore avoir le fin nez et les connaissances pour savoir où est-ce que c'est du greenwashing, c'est du bullshit, je vais pas aller dedans, parce que vraiment, et du côté genre, ça, ce mec-là, il a une vision, cet entrepreneur, cet ingénieur, cet auto-entrepreneur, il a une vision qui me dit que
s'il se démerde pas mal et qu'il a les fonds, je peux récupérer mes billes et pas sur le si long terme que ce que je pense. Des sacrés défis, ça. Moi, je me dis, si on tourne le miroir maintenant, on se met du côté des consommateurs qui achètent du coup des produits qui se veulent durables. Est-ce que vous constatez en Suisse un intérêt du consommateur moyen, entre guillemets, de la classe moyenne à se diriger vers des produits plus durables, plus écologiques? Alors malheureusement, ça c'est une de mes grandes thèses que j'ai développée dans le livre, c'est que ce que j'explique, c'est que, vous passez bien de parler de classe moyenne, justement, c'était la fierté du pays, et malheureusement, cette classe moyenne est attaquée de toutes parts. Moi, j'en parle très facilement parce que j'en viens de la classe moyenne. Je suis un enfant vraiment de la classe moyenne pure et dure. J'ai jamais manqué de rien, mais j'ai jamais été couvert d'or, on va dire. Donc j'ai jamais fait partie d'une bourgeoisie possédante ou notable. Donc je sais ce que ça veut dire de travailler pour gagner sa croûte et d'essayer de faire au mieux en fonction de nos moyens. Et ce qu'on explique à cette classe moyenne, c'est que si on veut un pays qui soit le plus durable possible, il faut que la classe moyenne soit la plus puissante possible. C'est très très simple à expliquer, ça va vraiment me prendre 1 minute, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Allez-y. Vous donnez 1000 balles. 1000 balles, vous donnez 1000 balles à 3 personnes différentes. Vous le donnez à un prolétaire, quelqu'un qui a des problèmes de fin de mois, vous le donnez à quelqu'un de la classe moyenne, et vous le donnez à un riche, quelqu'un qui a vraiment pas de problème et qui peut se permettre d'investir. Quand vous donnez 1000 balles à quelqu'un qui a des problèmes de fin de mois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de tout de suite consommer, parce qu'il a des manques en termes de consommation. Il va vouloir accéder à certains produits dans lesquels il n'a pas accès d'habitude, ou rembourser des dettes, ou comme ça, mais il va se dire c'est qu'il va le claquer directement. Donc ça va être dans des produits de consommation courants, ou dans du petit secteur financier, des petits emprunts, des petites dettes. Donc, entre guillemets, ça ne va pas du tout aller dans la durabilité, on est d'accord. Quand vous donnez 1000 balles à un riche, quelqu'un qui a vraiment pas de problème de fin de mois et qui investit, qu'est-ce qu'il va faire? Il a 1000 balles de plus à investir. Il va les investir. Il va jouer au casino. Il va les mettre il va acheter des actions. Il va prendre telle dette d'État ou machin. Enfin, il va le jouer au casino. De nouveau, pas dans la durabilité directement. Quand vous donnez 1000 balles à quelqu'un de la classe moyenne, quelqu'un qui n'a pas des besoins de consommation immédiats, mais qui ne s'amuse pas avec son portefeuille de Bitcoin ou de stock option, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le mettre de côté. Il va l'épargner pour plus tard. Et l'épargne, ça va permettre de quoi? D'investir dans du dur. Par exemple, une rénovation de sa maison. Genre, ah bah tiens, j'ai 1000 balles en plus, peut-être que je vais refaire le vitrage. Refaire le vitrage, meilleure efficacité énergétique, moins de consommation, etc. Tiens, peut-être que je vais poser des panneaux solaires. S'il n'est pas propriétaire de sa maison ou de son logement, peut-être qu'il va dire, ah ben tiens, je vais l'investir dans un nouveau vélo électrique. Parce que j'avais beaucoup de déplacements en voiture, mais en fait sur une zone de moins de 5 km. Donc ça, ces 1000 balles, ils sont bienvenus, parce que plus la subvention, en fait, je vais pouvoir me payer ce vélo électrique. Et donc utiliser ma voiture 1 fois par semaine au lieu de 4 fois. Tout de suite, c'est des investissements concrets dans le dur, et donc du coup beaucoup plus durables. Autre chose, vous avez une classe moyenne très puissante, qui représente la majorité de votre population. C'est des gens qui ont suffisamment... Enfin, comment vous voulez parler de durabilité à quelqu'un qui est quasiment à la rue? C'est pas sa prio. Sa prio, c'est de survivre. C'est de dire, comment est-ce que je boucle mes fins de mois? Comment est-ce que je bouffe? Donc si je suis une classe précarisée, ouais, c'est bien la durabilité, c'est super. Moi, il faut que je bouffe. Donc on verra ça plus tard. Quand vous avez une classe, et de nouveau, beaucoup de précarisés et quelques pourcents de super riches. Pas de riches, de gens qui ont bien réussi. Hein. Je ne parle pas des médecins, des avocats. Je parle de super riches qui possèdent le capital, tout le capital. La durabilité. Je me suis acheté mon 3e bateau cette semaine. La durabilité va se faire. La durabilité, c'est pour le prolo qui paye ses... Vous pensez bien, j'ai été avec ma 3e femme à Dubaï cette semaine. Mais j'exagère mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que de toute façon, c'est des personnes qui vont avoir un impact environnemental décuplé. Donc il ne faut pas que ce soit eux qui prennent les grandes décisions ou que ce soit eux ou que cette classe augmente. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de riches. C'est important d'avoir des gens qui possèdent du capital. Je ne suis pas en train de tenir un discours communiste. C'est simplement d'avoir un discours équilibré. Parce que la classe moyenne, qu'est-ce qu'elle va faire? Non seulement, j'ai parlé de la question de l'investissement, mais du comportement également. Parce que lui, elle, ça va lui parler. Pourquoi? Parce que c'est la classe qui fait des enfants, déjà, qui a envie de les éduquer. Donc au niveau des valeurs, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Ben ouais, c'est bien de trier ses déchets. C'est bien de pas polluer, c'est bien de « Ah tiens, je vais t'apprendre à faire du vélo. » Parce que comme je suis classe moyenne, j'ai pas l'occasion de t'offrir des voyages en avion chaque semaine. Par contre, je peux t'offrir un vélo à mon gamin pour qu'il puisse se déplacer. Il va prendre ce réflexe-là.
je vais lui dire, ah bah regarde, la voiture électrique c'est bien par rapport à la voiture. Ah, plus les voitures électriques n'est même pas écolo. Mais vous voyez ce que je veux dire? Une classe moyenne va naturellement permettre, une classe moyenne forte, va naturellement permettre d'aller vers une plus grande durabilité. Et il n'y a qu'à voir, les pays les plus avancés au niveau de la durabilité, ils se retrouvent où? Ils se trouvent en Europe de l'Ouest et du Nord. Et c'est quoi la caractéristique des pays au niveau de la structure de leur population, les pays comme le nôtre, ou des pays comme le Danemark, comme la Suède, comme la Norvège, comme même la France dans une moindre mesure, ou l'Allemagne, c'est quoi leur caractéristique? Une classe moyenne qui malheureusement se paupérise de plus en plus, qui décroche de plus en plus, mais une classe moyenne, structurellement, ces 50 dernières années, forte. Les États-Unis n'ont pas de classe moyenne forte. Elle a été déclassée à partir de la fin des accords de Bretton Woods en 1971. Donc, cette classe moyenne, elle a été décrochée. Et aujourd'hui, on a 60 millions de personnes aux États-Unis qui dépendent des bons alimentaires. Allez leur parler de durabilité. Non. Moi, je vais utiliser mon bon d'essence pour aller faire mon taf, des choses comme ça. Et puis, je vous parle pas de la classe des ultra-riches qui se permettent de dire tiens, si je me payais avec mon ami Elon Musk un voyage dans l'espace, ça c'est super écologique, évidemment, hein, se balader dans l'espace juste pour le plaisir. J'adore les thématiques au niveau de l'espace et de l'astronomie. C'est pas vraiment en lien avec la durabilité, on est d'accord. Donc, c'est vraiment ce que je dis. Mettez-vous ça dans la tête. Une classe moyenne forte et vraiment nombreuse et en bonne santé économique, notamment celles qui travaillent dans les PME, hein, littéralement, c'est gage d'une nation qui peut aller plus rapidement et de manière plus efficace vers une forme de durabilité. Finalement, des activités durables, c'est littéralement un projet social, ça veut dire. Ça dépasse bien le cadre purement économique, c'est l'idée d'éduquer une population, c'est l'idée d'aller au-delà de la puissance économique individuelle, si je comprends bien ce que vous voulez dire. Oui, parce que si on donne que comme but, de nouveau, moi je suis pas contre l'individualisme, je suis pour ne pas en faire le piédestal de notre civilisation. Si on n'a pas de projet collectif, ça sert à rien de parler de durabilité. Parce que les sociétés sans projet collectif, on voit bien ce que ça fait. C'est chacun pour sa gueule, et puis si je suis au top de la pyramide, j'ai de fortes chances d'y rester, et je vais pas avoir intérêt à aller vers quelque chose de plus vertueux et de plus durable. Si par contre j'ai un projet, mais de nouveau, c'est une question de projet collectif. Moi, je suis pas pour la collectivisation. Je suis une question de projet collectif. On est dans une société avec le néolibéralisme, donc ces 40 dernières années, on est dans une société qui a privatisé les profits et les bénéfices et qui a fait supporter les coûts à la population, qui a socialisé les coûts. Moi, je suis pour faire un équilibrage, c'est-à-dire que on socialise les coûts et on les privatise également, ça doit être partagé, et également au niveau des bénéfices. Tout le bénéfice du travail dans la société ne doit pas être privatisé ou ne doit pas être mis sur un hôtel. De nouveau, moi je suis pour un modèle de troisième voie, un modèle qui n'est ni totalement collectiviste, parce qu'on a vu les limites et on a vu les problèmes d'innovation, problème de compétitivité, problème à la fin de liberté, de régime. On l'a vu en URSS, on l'a vu en Chine, on l'a vu dans d'autres, etc. Mais on a vu également l'autre extrême, dans des pays comme les États-Unis, comme dans des pays comme Taïwan ou la Corée du Sud, etc., qui sont des pays que j'aime beaucoup, mais qui ne sont pas de ce qu'on pense, mais où il y a des gros problèmes sociaux, on ne va pas se mentir. Et donc du coup, on doit essayer de trouver un modèle de troisième voie qui va vers l'innovation, qui va vers la création de richesses dans certains domaines, et qui doit, à mon sens, abandonner la création de richesses dans certains autres qui sont très problématiques, mais on doit être capable d'avoir ce modèle aujourd'hui adapté au XXIe siècle, surtout avec les technologies et la communication qu'on a. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans ce que appelle quelqu'un qu'on aime beaucoup au CERF, qui s'appelle Charles Gave, qui fait partie de ces, on va dire, Charles Gave, il fait partie de ces capitalistes de la vieille école, c'est-à-dire le capitalisme des années 60-70, ce qu'on appelle le capitalisme à papa, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher la création de valeur par le travail, par l'innovation, par l'investissement, et pas simplement par, on va dire, les astuces et la mafia. Et aujourd'hui, il dénonce bien ce terme-là, donc je lui emprunte ce terme, je le remercie, ce qu'ils appellent le capitalisme de connivence. Aujourd'hui, si vous êtes un amoureux du capitalisme et de la création de valeur, vous ne pouvez pas vous retrouver dans les régimes européens tels qu'ils existent aujourd'hui, ou même en Occident, parce que c'est du capitalisme de connivence. C'est du capitalisme de réseau. Mais il n'y a pas de création de valeur là derrière. Et c'est important qu'en Suisse, où on a cette notion de
création de valeur, création de richesse, d'innovation, que non seulement l'innovation aille vers le mieux, le bien, le vertueux, mais aille aussi vers les gens qui méritent de la toucher, vers les travailleurs, les ingénieurs, les chefs d'entreprise, les gens qui prennent des risques et qui suent pour créer cette chose-là, et pas simplement vers soit un État ou des collectivités, des autorités qui sont mal gérées, donc un secteur public qui, je m'excuse, je suis le premier à le dénoncer, qui ne gère pas comme il faut la thune, ou en tout cas plus aussi bien qu'avant, c'est peut-être un peu plus mesuré, plus aussi bien qu'avant, et également certains rentiers qui s'occupent juste de toucher les dividendes, d'être dans des conseils d'entreprise, mais en fait qui ne créent pas de valeur. Moi je veux que la valeur, elle aille à celui qui la crée. L'employé, le collaborateur, l'investisseur, le chef d'entreprise, le créateur, l'ingénieur. C'est là que la valeur doit aller. Et après, là ça va pouvoir retomber dans la société, et pas au rentier ou au lumpenprolétariat qui est subventionné en ne faisant rien de ses journées, mais qui touche des allocations, des machins, etc. Il faut remettre... Alors les gens de droite aiment bien parler de notion de travail. Je suis d'accord, mais que la droite se remette aussi au boulot et arrête de regarder le nombre de conseils d'administration dans lequel ils sont et disent « Ok, on va investir la thune là où elle a besoin de l'investir et là où c'est utile. » Vous avez un exemple d'une entreprise, petite, moyenne ou grande, peu importe, qui aurait vraiment réussi cette... transition ou cette amorce à la durabilité qui se porte bien maintenant? En plus, je vais pouvoir le faire. C'est une entreprise qui est à 5 km de chez moi. Ce sont des amis à moi. Alors, pour ceux qui sont intéressés, depuis 2022, j'ai un podcast audio qui s'appelle Durabilité, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Je suis content que vous posiez cette question parce que c'est spécifiquement là-dessus. J'en ai fait des dizaines de numéros où je vais à la rencontre d'associations, d'entreprises, de créateurs, d'ingénieurs qui proposent des solutions pour aller dans ce quota. Donc, durabilité, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'en ai plein d'exemples. L'exemple qui parlera à tout le monde, en tout cas pour les gens de notre génération et qui aiment bien, on va dire, sortir en Suisse, c'est l'entreprise Dr Gabs. Alors, en plus, on peut en parler parce que c'est une entreprise qui fait de la bière, mais moi, je ne bois pas d'alcool. Donc, j'ai pas de billes là-dedans. Mais l'entreprise Dr Gabs est une entreprise pionnière dans le domaine de la durabilité. Et c'est un magnifique succès. À la base, c'était il y a 15-20 ans, trois personnes les chefs d'entreprise ont une dizaine d'années de plus que moi. Moi, j'ai 33 ans, ils ont autour de la quarantaine, 40-45 actuellement. C'est trois potes qui se sont mis à l'époque où ça commençait le truc des microbrasseries. Ça commençait. Aujourd'hui, tout le monde... Enfin, je veux dire, tout le monde a déjà bu une bière qui est issue d'une microbrasserie, telle personne dans le coin qui fait sa bière locale et tout. Mais à l'époque, ça commençait. Et eux, ils étaient fans ils étaient à la fois les étudiants en HEC, entreprise, ça, mais également fans de chimie et de mixer des produits ensemble, etc. Ils se sont dit, à 20 ans, on va créer notre propre bière. Et ils leur racontent l'histoire mieux que moi, mais tout ça pour dire, ils ont développé dès le départ leur entreprise, en disant, voyant que ça commençait à fonctionner, qu'ils avaient des commandes et tout, et ce qu'on connaît de Dr Gabs aujourd'hui, ils ont directement pensé leur production en disant « Mais attends, la bière, on a quand même pas mal de problèmes qui sont liés, ce qu'on a dit depuis le début, sécurité de l'approvisionnement et durabilité. » Ils se sont dit « On va mixer les deux. » Parce que la bière, on pense aux produits, on pense au liquide. Mais le gros problème environnemental de la bière, en plus qu'il faut la chauffer, la transformation, la partie transformation, ok, il y a la partie usine et il y a la partie transport. Mais le gros problème, c'est le verre. Quand vous voulez avoir un truc un peu classe, un peu fait artisanal et tout, vous avez le verre. Je ne sais pas si vous avez vu dans les dernières infos qui sont sorties ces dernières semaines, au moment où on tourne, c'était peut-être juin, juillet passé, là on en tourne en septembre, il y a la dernière verrerie de Suisse romande qui a fermé. Effectivement. Mais c'est un énorme problème au niveau de sécurité de l'approvisionnement. Vous êtes producteur de bière. Et donc du coup, comment vous réglez le problème? Soit vous augmentez la fragilité de votre entreprise et vous augmentez les risques en allant vous servir en demandant des verres depuis l'Italie, la France, l'Allemagne, que sais-je. Soit vous dites, on va mettre en place un système de réutilisation et de recyclage tellement optimum qu'on aura assez peu besoin de nouvelles. Et si Dr Gabs, ils arrivent à on parlait du ratio avant, en disant on réutilise 80% de nos bouteilles et en fait il y a 20% où on doit faire des apports depuis l'extérieur, même si on n'a plus de verrerie en Suisse, c'est ultra résilient. Mais en même temps, c'est hyper durable. Parce que le verre, pour le faire, il faut le chauffer à plus de 1000 degrés, déjà. Donc c'est du gaz à très haute température, ou de l'hydrogène, donc qui n'est pas forcément durable, etc., etc. Donc, et puis, il y a la question du transport. Si vous faites venir plein de nouvelles bouteilles en verre depuis d'autres pays, elles viennent en camion. Elles viennent avec des moyens de transport, donc ça coûte.
Si on reste on dit, bon, j'ai mon pôle de 50 km de diamètre dans lequel je vais avoir les commerçants, les restaurateurs, les bars, dans lesquels je vais aller livrer mes bières, parce que brasserie locale et tout. Les distances sont beaucoup moins grandes et je réutilise les mêmes bouteilles. Donc évidemment, je les lave à chaud pour que le processus sanitaire soit top, hein, évidemment. Donc il faut laver à plus de 100 degrés, etc., éviter qu'il y ait tout risque. Mais en même temps, si on a ce processus, qu'on a investi dès le départ, donc on a fait cet effort en plus, ça demande des investissements, on fait cet effort en plus, mais on est beaucoup plus solide, sécurité d'approvisionnement, et beaucoup plus durable. Parce que du coup, avec tout ce que je vous ai expliqué, et ça c'est uniquement sur l'exemple du verre, il faut faire pareil pour les matières premières pour créer, et maintenant ils ont été encore plus loin, et ils sont en train de développer des solutions pour récupérer le CO2, parce que faire de la bière, il y a un processus de CO2, il y a du CO2 qui se dégage. Et vous savez qu'en même temps, pour avoir le côté bulle dans la bière, on doit remettre du CO2 une fois que le produit est calibré, avant la mise en bouteille. Et maintenant ils sont en train de faire un truc de dingue, c'est qu'ils essayent de récupérer le CO2 au moment de la cuisson du mélange, au moment justement quand on brasse, pour en réinjecter une partie, éviter qu'il parte dans l'atmosphère, il y a les cheminées de production dans l'usine, pour le calibrer et le remettre, enfin après c'est un processus chimique, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'est pas là pour parler de ça, mais le remettre dans la bière, et donc, ou alors le stocker sous forme de bouteilles de gaz, de CO2, etc. C'est un processus d'ingénierie, ça demande de la recherche, du développement, mais du coup, c'est littéralement plus durable. Pas besoin d'aller chercher du CO2 à l'extérieur, on réutilise celui qu'on a déjà et on ne le met pas dans l'atmosphère. Mais c'est un petit exemple parmi d'autres. Mais oui, et donc je suis fier de pouvoir dire que cette entreprise dont l'usine est à Puydoux, dans la zone industrielle de Puydoux, et qui fait un produit en grande partie local, qui fait une fierté de la région en termes de produits, pour les amateurs de bière, en tout cas c'est un produit assez reconnu, essaye d'être le plus durable possible. Donc vous voyez que c'est possible, mais ça demande une vision, ça demande des connaissances, ça demande des échanges, des collaborations, et un effort supplémentaire, un investissement supplémentaire à la base. Si des jeunes entrepreneurs nous écoutent et vous écoutent, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil s'ils veulent se lancer sur la voie de la durabilité ? C'est toujours plus facile de faire directement juste que de devoir changer une fois que c'est mis. Si on prend un peu plus de temps, comme je l'ai dit, reprenons cet exemple, si on pense directement au départ à dire comment est-ce que je vais faire ce saut qualitatif de l'éco-conception, du design, de se mettre directement avec dedans, si on se renseigne dès le départ, au moment où on a le temps de réfléchir, on n'est pas dans on doit tout créer, on doit mettre en place, après il y a les factures qui s'accumulent, on doit payer les fournisseurs, les salaires et les choses comme ça, on a moins de temps pour faire ça. Mais quand on est au début de son projet, qu'on se lance tout seul, ou qu'on a le temps, ou qu'on a une première série de capitaux qui est arrivée, ou alors un financement et tout, et qu'on mettez directement, essayez de faire le meilleur design, allez discuter avec des gens, allez dans des colloques, prenez un peu de votre temps. Alors des fois le temps on l'a pas malheureusement, mais avec Internet on a beaucoup d'informations. Essayez de vous renseigner directement dans votre secteur d'activité si je veux me lancer. D'avoir directement la bonne vision, et surtout n'hésitez pas à innover. Les jeunes, essayez d'innover. Dites, je prends telle idée de ça, mais il n'avait pas forcément pensé à mettre avec telle idée qui vient de là, mais moi dans mon secteur d'activité, je peux combiner les deux et en fait avoir un saut qualitatif qui va me permettre de... Ok, ça me demande un peu de travail au début, puis je vais devoir faire de la recherche et du développement, et certainement devoir payer 1 ou 2 ingénieurs, ou alors bosser telle ou telle start-up et autres parce qu'ils ont développé une idée. Mais par contre, à 5-6 ans, en fait, c'est super bien comme idée parce que je vais avoir ce saut qualitatif et je vais être beaucoup plus rentable et durable qu'en Suisse. Et donc, il ne faut pas opposer dans la tête d'un entrepreneur, et en plus, il faut des entrepreneurs en Suisse. Je veux dire, c'est le cœur, c'est des gens qui sont au cœur de la création de richesse de notre pays. Donc, je suis le premier à les encourager. Moi qui suis un chercheur, un scientifique, etc. Mais il faut vraiment ne pas avoir peur d'innover, et en même temps ne pas dissocier la durabilité et la rentabilité, etc. On peut très bien faire de l'argent, bien gagner sa vie, avoir des fonds pour réinvestir, développer son entreprise, réussir ses projets, réussir ses rêves. On peut très bien le faire tout en ayant une vision durable, et en Suisse, c'est un cadre parfait pour ça, mis à part les quelques bémols dont on a parlé dans cette émission. Mais je les encourage à le faire, et je serai le premier soutien. Et d'ailleurs, s'ils cherchent des idées, des conseils ou des contacts, qu'ils n'hésitent pas à m'écrire sur LinkedIn ou sur d'autres posts, parce que je connais de nombreux entrepreneurs qui soit sont passés par là, soit qui sont en recherche d'idées, de solutions, de collaboration, ou qui proposent des produits qui vont dans ce sens-là. Donc n'hésitez pas. Et en plus, j'ai des amis qui font également du conseil. Bon, moi, c'est pas mon cœur de métier, mais ça peut arriver, donc n'hésitez pas. C'est via la collaboration et via l'échange qu'on peut progresser, pas en voulant juste faire son truc dans son coin comme ça. Il y a un temps pour tout, on va dire. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cette discussion super intéressante. Merci vraiment.
On arrive gentiment à la fin de ce podcast, déjà, malheureusement. Je rappelle tout de même, avant de terminer, l'existence de votre livre sur la politique suisse au XXIe siècle, qui s'appelle « Découplage et désenclavement, géopolitique de la Suisse au XXIe siècle ». C'est un essai qui parle justement des grands enjeux de la Suisse au XXIe siècle au niveau de sa politique internationale et de ce qui se passe en interne, et quelles sont les solutions pour répondre à ces grands défis. Merci beaucoup. Je vais continuer de le lire. Je l'ai commencé, je l'aime beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Au plaisir. On arrive d'ores et déjà à la fin de ce podcast. On se retrouve très vite pour le suivant. Abonnez-vous pour ne pas le manquer et activez la petite cloche. Je vous retrouve très vite sur les réseaux Vogue. À bientôt.